Bonjour tout le monde. Dans cette séquence, on va parler de la structure, ou bien des structures conditionnelles en général en langage C. Et durant cette séquence, donc, on va introduire la notion de structure conditionnelle. Je vais vous montrer les opérateurs de comparaison que vous allez utiliser pour définir une condition. Par la suite, on va parler des différentes structures conditionnelles, à savoir les structures conditionnelles simples, les structures sélectives ou bien alternatives, et puis à la fin, les structures à choix multiples. Avant de vous présenter donc ces différentes structures, selon le nom de la thématique sur laquelle on va travailler aujourd'hui, il apparaît bien qu'on parle de conditions. Alors du coup, pour faire une condition, vous aurez besoin des opérateurs de comparaison. Alors quels sont les opérateurs de comparaison que vous pouvez utiliser en langage C pour comparer deux expressions, bien deux variables au niveau de votre programme? Donc le premier symbole, c'est le 2 égale, qui signifie que la première valeur est égale à la deuxième. Donc vous avez le symbole supérieur strictement, ou bien inférieur strictement. Vous avez le symbole supérieur égal, inférieur égal. Et pour définir donc, le langage C, comme la plupart d'autres langages, on utilise point d'exclamation égal. Il faut noter ça pour comparer l'égalité, c'est deux fois le symbole égal. Et pour s'assurer que cette expression est différente de celui-là, donc vous allez utiliser donc le symbole point d'exclamation égal. Donc avec ces différents opérateurs, vous pouvez définir vos propres, si vous voulez, conditions de votre structure conditionnelle. Par exemple, A est égal, si A est égal à B, si X est différent de Y. Donc on va découvrir au fur et à mesure ces différents opérateurs au niveau donc des différentes structures. Donc jusqu'à la dernière séquence, si vous vous rappelez bien, tous les programmes qu'on a développés ensemble, des programmes où on commence dans la méthode main, qui veut dire principal, c'est là où le système il va commencer l'exécution. On commence par l'exécution de la première instruction jusqu'à la dernière. On parle dans ce cas-là d'une structure séquentielle où chaque instruction, les différentes instructions s'exécutent l'une après l'autre. Il y a des situations où l'exécution dépend d'une condition. Si la condition est vérifiée, si la condition est vraie, voilà ce qu'on va faire. Si la condition n'est pas vraie, voilà comment on va se comporter. Et du coup, donc, contrairement à une structure conditionnelle où toutes les instructions vont être s'exécuter de début jusqu'à la fin, dans la structure conditionnelle, vous allez alterner entre deux, si vous voulez, deux blocs d'instructions en général, selon la satisfaction de votre condition. La première structure que je vais vous présenter, c'est la structure conditionnelle simple. La structure if, selon le schéma que vous avez ici, vous avez un test. Dans le test, vous aurez donc une comparaison selon les opérateurs que je vous ai montrés tout à l'heure. Si le test est vrai, donc on va exécuter un ensemble d'instructions. Si le test n'est pas vrai, on ne s'intéresse pas, on continue notre programme. C'est ça ce qu'on appelle la structure conditionnelle simple. On est intéressé par le fait que la condition est vraie. Si la condition est fausse, on ne va rien faire, on va continuer notre travail. D'où donc le nom structure conditionnelle simple. La syntaxe fournie par le langage C pour définir cette structure conditionnelle simple est la suivante. Vous utilisez le keyword, bien le mot-clé if. Entre parenthèses, vous allez définir votre condition. Et je vais vous montrer par la suite que ça peut être plusieurs conditions. Ici, vous allez définir entre parenthèses vos conditions. Et entre accolade ouvrante, accolade fermante, vous allez définir toutes les instructions exécutées si cette condition est vraie. Par exemple, dans l'exemple suivant, si la variable âge qui est de type int entier est supérieur ou égal à 18, on va afficher pour l'utilisateur sur son écran comme quoi vous êtes majeur. Et là, je vous demande de remarquer qu'on s'intéresse plus si la condition n'est pas vérifiée. Ce qui nous intéresse dans la structure conditionnelle simple, c'est la condition. Si elle est vraie, on fait ça. Sinon, on continue notre travail. La deuxième structure que je vais vous présenter, c'est ce qu'on appelle la structure alternative ou bien sélective.
Sélective, ça vient que lorsque la condition est là, soit vous allez suivre un chemin, soit vous allez suivre un autre. Et là, je vous demande de remarquer avec moi ici. Donc, vous avez une condition. Soit la condition il est vraie, soit la condition elle est fausse. Si la condition est vraie, vous allez exécuter ce bloc d'instructions et vous allez continuer votre programme. Si votre condition n'est pas vraie, vous allez exécuter d'autres instructions et vous allez continuer votre programme. C'est pour ça qu'on a parlé de l'alternance. Vous allez alterner entre ces deux blocs d'instructions selon la condition ou l'ensemble des conditions que vous allez définir au départ. En termes syntaxiques, le langage C, comme la plupart des langages de programmation, il vous propose les keywords if-else. Ici, on revient vers l'exemple de tout à l'heure. Supposons que vous avez une variable qui porte le nom majeur, qui est de type entier et qui est initialisée par la valeur 1. Alors, si majeur est égal, donc ici, la comparaison, je vous demande de remarquer ici que if majeur, c'est-à-dire si majeur est égal à cette valeur, voilà ce que vous allez faire. Vous allez exécuter cette instruction. Si majeur est différent, c'est-à-dire là, ce qu'il faut retenir, majeur, même s'il est entier, il est vu ici comme un booléen. Puisque on va voir au niveau de C++, au niveau de notre compilateur, que dans le langage C, on n'a pas le type booléen, qui veut dire true ou false. Bah, on a le type entier pour déclarer un booléen. Vous allez déclarer un entier. Cet entier peut avoir la valeur 1, c'est-à-dire vrai, peut avoir la valeur 0, c'est-à-dire faux. Donc ici, majeur, bah, c'est un entier, mais normalement, c'est une variante pour créer donc un booléen. Si majeur, c'est-à-dire si majeur est égal à 1, on va afficher pour l'utilisateur comme quoi vous êtes majeur. Else, alors quand je dis else, c'est la négation de cette condition. Si majeur est égal à 1, vous faites ça. Si majeur est différent de 1, vous allez exécuter cette instruction, c'est-à-dire dans le else, on parle de la négation de la condition de départ. La dernière structure conditionnelle, c'est ce qu'on appelle la structure à choix multiple. Il apparaît bien dans pas mal d'exemples que le nombre de conditions peut dépasser un certain nombre. Si le nombre de conditions dépasse 3, bah, de préférence, et pour une bonne lisibilité de votre code, les langages de programmation, ils vous proposent des structures à choix multiples. Bah, les structures à choix multiples, bah, vous allez indiquer une valeur d'une variable. Si cette variable est égale à cette valeur, voilà ce que vous allez faire. Sinon, vous allez exécuter un autre bloc. Sinon, vous allez exécuter un autre bloc, ainsi de suite. C'est-à-dire, si le nombre de conditions dépasse 3, à la place d'utiliser if-else autant de fois, ça va rendre votre bloc d'instruction illisible. Bah, avec le switch case, on essaye de mettre en place donc un code qui est bien lisible et qui facilite sa maintenance par la suite. Vous allez bien comprendre, c'est l'exemple que je vais vous montrer tout de suite. Alors, supposons bien sûr la syntaxe, les mots-clés qu'on utilise avec les structures à choix multiples, c'est switch case. Alors ici, supposons que vous avez une variable qui porte le nom opération de type char. On utilise la syntaxe suivante, switch. C'est quand vous allez dire si opération, case plus. Alors dans ce cas-là, on va appliquer la somme. S'il est égal à moins, on va appliquer la soustraction. S'il est égal à étoile, on va appliquer donc la multiplication. Default, c'est ce qu'on appelle le cas par défaut. Si l'utilisateur donne une valeur qui sort de ces trois valeurs, plus, moins et puis étoile, ben on va exécuter ce cas default de telle sorte qu'on va afficher pour l'utilisateur que vous avez effectué le mauvais choix. Une remarque très importante, je vous demande de remarquer qu'à chaque fois que j'exécute l'instruction suite à un cas, je dois faire un break. On va le voir au niveau des ateliers qu'on va mettre en place. Le break là, et sa valeur, c'est que quand on trouve ce qu'on cherche, bah, ce n'est pas l'appel d'aller chercher dans le reste. On sort à partir, donc une fois qu'on trouve que c'est plus, on demande au système de ne pas aller comparer avec les autres, et puis on sort à partir de cette ligne. Je vais vous montrer ça par la suite.
Le deuxième, c'est la même chose. Donc, switch choix entier. Supposons que vous avez un entier. Si cet entier est égal à 1, voilà ce que vous allez faire. S'il est égal à 2, voilà le travail qu'on va faire. S'il est égal à 3, on va faire celui-là. Une chose très importante, pour mettre en place switch case, en langage C, la variable que vous allez comparer avec ces différentes valeurs ne peut avoir que ces deux types. Soit elle est char, comme le cas de premier exemple, soit donc il est int, comme le deuxième exemple. Pour les autres types, ce n'est pas valable. Donc, il faut noter cette remarque, elle est très importante. Donc, après avoir vous présenté les différentes structures conditionnelles, structure conditionnelle simple, sélective, et puis structure à choix multiple, voyez ce qu'on appelle les if imbriqués. On peut se retrouver dans une situation où vous allez imbriquer plusieurs ifs. Par exemple, ici, on demande à l'utilisateur de saisir une lettre. On va capturer la lettre par la fonction scanf que je vous ai montré la séquence précédente, qui permet de lire une donnée. Et pour lire une donnée, j'aurai besoin de deux informations. Le format de données que je vais lire et par la suite l'adresse mémoire là où je vais stocker donc cette valeur. Et comme je vous ai dit depuis le début que pour accéder à l'adresse d'une variable langage C, on utilise le symbole O commercial. Alors la première, là je vous demande de remarquer que vous avez une condition qui est composée. Si la lettre que l'utilisateur vient de saisir est égale, voilà le symbole d'égalité que je vous ai montré tout à l'heure, A minuscule, ou bien la lettre saisie par l'utilisateur est égale à majuscule, là je vous demande de remarquer la présence de ces deux symboles qui veut dire le ou bien le or. Dans ce cas-là, on va afficher comme quoi? Première lettre de l'alphabet. Else, c'est-à-dire que la négation de ça, c'est-à-dire l'utilisateur a saisi une valeur qui est différente de A, la négation de OU, c'est et, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand on est dans else, on est sûr que la lettre saisie par l'utilisateur est différente de A minuscule, le OU devient et est différent de A majuscule. Dans ce cas-là, on va passer à une deuxième comparaison. On va comparer cette lettre avec la lettre Z, minuscule et puis majuscule. Si c'est le cas, on va afficher pour l'utilisateur comme quoi dernière lettre de l'alphabet. Else, c'est-à-dire que la lettre saisie est égale à pas ni A majuscule ni A minuscule, ni Z minuscule ni Z majuscule. Du coup, donc, la lettre tapée ou bien saisie par l'utilisateur donc diffère de la première et puis la dernière lettre. C'est ce qu'on appelle les if imbriqués. Un if après donc le résultat ou bien la négation de la condition en général. Une autre situation que vous pouvez rencontrer avec le langage C en termes syntaxiques, c'est ce qu'on appelle les conditions ternaires. Bah, vous utilisez donc, à la place d'utiliser if, else, les accolades, etc., on peut écrire une condition inline sur une seule ligne. Par exemple, ici, vous aurez la condition, on utilise point d'interrogation. Si la condition est vérifiée, on va exécuter le bloc 1. Sinon, on va exécuter le bloc 2. Dans la syntaxe, on utilise point d'interrogation après la condition et on sépare entre les deux blocs 1 et 2 par les deux points. Il est bien clair ici. Je peux déclarer une variable qui est égale une expression. Si cette expression est vraie, ben on va affecter expression 2 à la variable. Si cette condition n'est pas vraie, dans ce cas-là, on va affecter cette expression 3 à notre variable. On prend l'exemple suivant. Z est égal, la condition c'est quoi ici? C'est la comparaison entre x et y. Si x est égal à y, on va affecter à la variable z cette variable, la valeur de a. Si cette condition n'est pas fausse, donc on va affecter à z la valeur de b. Dans l'exemple 2, si a est supérieur strictement à b, on va affecter, donc on va incrémenter le i par et++. Si cette condition n'est pas vérifiée, quelle est la négation de supérieur strictement? Normalement, c'est inférieur à égal. Si a est inférieur à égal, dans ce cas, on va exécuter cette instruction qui permet de décrémenter la valeur de i. Et comme ça, donc, vous avez une autre façon
pour présenter la condition avec ces différentes instructions qui s'exécutent au cas il est vrai ou bien il est fausse. Si vous voulez mettre en place plusieurs conditions, comme je vous ai dit tout à l'heure, bah vous allez utiliser donc ce qu'on appelle les opérateurs logiques. Le langage C, il vous propose donc les opérateurs suivants. Si vous voulez utiliser le et, donc vous allez utiliser 2 fois le e commercial. Pour le ou, donc les 2 traits verticaux si vous voulez, avec Alt-GR 6. Le point d'exclamation, c'est la négation. Ici, vous avez 3 exemples. Bah, si âge est supérieur à 18 et âge est inférieur à 25, c'est-à-dire que l'intervalle, ça va être 18-25, vous faites un tel travail. Deuxième exemple, si âge est supérieur à 30, or ou argent est supérieur à 100 000, voilà le travail que vous allez faire. Le dernier exemple, c'est l'application de l'opérateur not, bien la négation. If, quand je vous disais âge est inférieur à 18, la négation quand je mets parenthèse, point d'exclamation, c'est-à-dire si cette condition n'est pas vraie. Et quelle est la négation de cette condition? Si l'âge n'est pas inférieur strictement à 18, bah automatiquement il doit être supérieur ou égal à 18. On va passer maintenant aux ateliers. Donc je vous demande de démarrer votre éditeur DevC++. Donc on va créer un nouveau projet qui porte le nom Structure. C'est un projet de type console application, c'est un projet C. Donc on va l'appeler Structure si vous voulez. Donc je vais la mettre dans un emplacement, je vais l'appeler Structure. Automatiquement, comme toujours, il va nous générer donc la page ou bien le fichier principal main.c. Donc on va tester, on va commencer par la structure conditionnelle simple, if. Je déclare une variable int x. Je demande à l'utilisateur de saisir la variable, donc print saisir x. Et pour récupérer, quand je vous ai montré la dernière séquence, je vais utiliser donc le scanf. Scanf, entre parenthèses, il attend 2 paramètres, le format, donc ça va être un décimal, et puis l'adresse de cette variable x. Du coup, j'utilise e commercial x. On commence dans un premier temps, alors j'utilise un printf, anti/n pour le new line. Ici, donc, on va tester if. Et là, je mets un anti/n. Alors, on va lui dire si x est supérieur strictement à 0, de préférence, lorsque vous utilisez les structures conditionnelles, même si vous avez une seule instruction après le if, de préférence, pour avoir une lisibilité de votre code, il faut le délimiter entre accolades ouvrantes fermantes. Normalement, il est indispensable dans le cas où vous avez plusieurs instructions, mais il est recommandé dans les bonnes pratiques pour garder un code qui est lisible, même si vous avez une seule instruction, on va le délimiter entre accolades ouvrantes fermantes. Alors, si x est supérieur strictement à 0, on va dire à l'utilisateur printf x, votre valeur est positive. Et on met un anti/n pour forcer le retour à la ligne. J'enregistre le fichier main. Je relance donc la compilation et l'exécution en même temps. Alors, le système il a signalé une exception dans la ligne 9. Quand je bascule, il apparaît bien qu'il y a un problème de point-virgule. Donc, je me suis trompé tout à l'heure. Ici, je termine par point-virgule et pas par virgule. Je recompile, je réexécute. Une autre chose très importante, c'est que je consulte donc le reporting ou bien le rapport des erreurs. Il apparaît bien que j'ai oublié un point-virgule ici. Donc, je dois l'ajouter puisqu'il fait partie intégrante de l'instruction C.
Et maintenant, donc, tout est opérationnel. J'exécute le système, comme je vous ai dit, la dernière séquence, quand elle trouve le scanf, il va interrompre l'exécution, il attend l'action de l'utilisateur. Bah, je saisis par exemple le 5, et là, je vais demander de remarquer. Il m'a affiché donc if, puisqu'on est en train de tester la structure conditionnelle simple. Et par la suite, il a rentré dans la condition, puisque 5 est supérieur strictement à 0. Et du coup, il m'a affiché donc ce message. Je réexécute le programme. Mais maintenant, je tape une valeur moins 6 par exemple. Alors là, je me demande de remarquer que la condition n'est pas satisfaite et du coup, donc, le compilateur n'a pas pris en charge cette instruction et du coup, je me retrouve avec un affichage qui est vide. Donc c'est ça ce qu'on appelle la structure conditionnelle simple. Je m'intéresse seulement si la condition est vérifiée. Sinon, je continue mon travail. On passe au deuxième exemple. Bah, je vais copier donc ça pour séparer entre les différents affichages qu'on va mettre en place. Maintenant, on va tester if else. Alors, dans ce cas-là, je ferai la chose suivante. Si x est supérieur strictement à 0, dans ce cas-là, on va utiliser la même instruction que tout à l'heure. Printf, x est positif. Else, quelle est la négation de cette condition? Si x n'est pas supérieur strictement à 0, bah, il ne reste que x est inférieur ou égal à 0. Alors, dans ce cas-là, on va lui dire else, on va lui dire qu'en quoi votre valeur est négative. Si x est supérieur à 0, vous faites ce travail. Bah, sinon, vous allez alterner. C'est pour ça qu'on parle de l'alternance. Je recompile, je réexécute. Je donne toujours la valeur de x. Alors, il m'a affiché donc pour la structure conditionnelle simple, je compare x avec 0, du coup il m'a affiché qu'en quoi positif. Pour la deuxième structure if-else, il a exécuté donc le if, n'a pas pu exécuter le else puisque le x est supérieur à 0. Quand je réexécute, bah, je lui donne une valeur qui est négative, par exemple moins 9, et là je lui demande de remarquer que pour le if, le système ne va pas générer le message, puisque la condition n'est pas vraie, il va continuer son travail, il va nous afficher qu'en quoi vous êtes sous le deuxième scénario if-else, et là donc le x est négatif. Pour mettre en place si vous voulez, les structures conditionnelles imbriquées comme je vous ai montré tout à l'heure, on va travailler ici avec if-else imbriqué. Alors dans ce cas-là, je déclare si x est supérieur strictement à 0, voilà ce que vous allez faire. Donc toujours c'est positif. Maintenant pour le cas else, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Alors dans le else, je sépare puisque la négation de x est supérieure strictement à 0, c'est inférieur à égal. Du coup, je sépare, je prends la condition supérieure strictement à 0 et puis l'autre qui est égal à 0. Donc, je vais lui dire si, après le else, je ne vais pas exécuter une requête, mais je dois déclencher une autre condition. Si x est inférieur strictement à 0, dans ce cas-là, on va lui demander d'afficher comme quoi la valeur négative. Else. Alors maintenant, on va analyser donc cette structure si vous voulez. Si x est supérieur à 0, vous faites ce travail. Else, il ne reste soit inférieur, soit égal. J'ai exclu le cas inférieur strictement, bah, j'affiche qu'en quoi c'est négatif. Le else qu'on a ici, c'est-à-dire le x n'est pas supérieur à 0, strictement,
n'est pas inférieur à 0 strictement, donc il reste la valeur nulle. Du coup, dans le S que j'ai ici, donc c'est la dernière condition, bah, je vais afficher comme quoi votre valeur est nulle. Et là, donc, je suis en train de faire un if-else imbriqué. Donc, je recompile, je réexécute. Je saisis la valeur de x. Quand je mets 5, toutes les structures vont donner positif. Tous les scénarios que je vous ai montrés tout à l'heure. Je mets moins 5. La première ne fait rien, mais la deuxième et la troisième, ils vont exécuter comme quoi x est inférieur strictement à 0. Je recompile, je réexécute. Je donne maintenant la valeur 0. Bah, la première, il ne va rien afficher. La deuxième, il affiche que c'est négatif puisque je reviens avec vous ici. Si x est supérieur à 0, strictement, vous faites ça. Else, c'est-à-dire s'il est inférieur ou égal à 0, vous allez afficher négatif, ce qui se passe ici. Par contre, ici, on a séparé encore. Bah, s'il n'est pas supérieur à 0, ça doit être inférieur à 0 ou bien il est nul. Et voilà la différence entre ces différentes structures en question. On passe maintenant à la structure donc à choix multiple, switch case que je vous ai montré tout à l'heure. Ben, on affiche déjà comme quoi on est en switch case. Alors ici, j'aurais dû faire switch case. On va déclarer déjà une variable de type int, donc int jour. L'utilisateur il va nous donner le jour en, si vous voulez, chiffre, nous on va l'afficher en lettres. Alors à ce niveau-là, on va demander à l'utilisateur printf saisir jour. On fait le scanf pour récupérer donc la valeur de cette variable avec toujours les deux paramètres, le format puis l'adresse. Il faut précéder le nom de la variable par votre, si vous voulez, symbole E commercial. Alors maintenant, la question qui se pose est la suivante. Quelles sont les valeurs, quels sont les jours de la semaine? Il apparaît bien qu'on parle de 7 jours. C'est-à-dire, si on veut le faire avec la méthode classique, vous allez faire if-else, imbriqué, if-else, 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 6 fois plus le dernier else si vous voulez, et du coup, on va se retrouver avec un code qui est illisible. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si le nombre de conditions dépasse 3, automatiquement, on va travailler avec les structures à choix multiples. Donc, on va lui dire switch jour, on ouvre les accolades et on définit les cas. Donc, case 1, si le jour est égal à 1, print lundi. Et on verra demain pour les 7 autres cas. Bien sûr, lorsque vous voulez définir les différents cas, il faut faire attention. Donc, chaque cas sera défini avec une valeur différente des autres. Donc, ici, vous avez 2. Ici, vous avez le 3. Quatrième jour. 5. 6. Et puis 7. Je vais changer donc seulement le résultat. Donc, ici, je parle de mardi. Ici, donc, je parle de mercredi. Jeudi. Alors, vendredi. Samedi. Et puis dimanche. Comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que l'utilisateur, lors de la saisie, on n'a pas contrôlé, on n'a pas dit que l'utilisateur ne peut pas saisir donc une valeur qui sort de cet intervalle. Et du coup, l'utilisateur, il peut vous donner une valeur 8, 9, 10, etc. Dans ce cas-là, on va exécuter un cas par défaut. Donc, on va utiliser le mot-clé default. Et dans ce cas-là, on va dire printf. On va cadrer donc le choix de l'utilisateur. Jour doit être entre 1 et 7. Je recompile, je réexécute.
Donc ça, c'est pour le premier, si vous voulez, scénario. Pour switch case, il va nous demander le jour. Je donne par exemple 9 qui sort de l'intervalle. Ben, je lui demande de remarquer, il n'a pas trouvé la valeur dans les différents cas. Du coup, il a exécuté le cas par défaut. Il nous a généré le message, il nous a affiché jour doit être entre 1 et 7. Je déclare, je réexécute encore une fois. Je donne une valeur maintenant, 2 par exemple. Alors là, je lui demande de remarquer. Il m'a affiché mardi, mercredi, jeudi, jusqu'à dimanche et même le dernier message. C'est-à-dire, n'a pas affiché le premier. Une fois qu'il a trouvé 2, il a exécuté tout. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il faut faire attention. Déjà, je rajoute ici un anti/n pour que les différents messages puissent être affichés d'une façon lisible pour l'utilisateur. Alors, je réexécute le même exemple. Et là, je vais demander de remarquer quand j'ai donné la valeur 2, le système m'a affiché de mardi jusqu'à le dernier message qui est jour doit être entre 1 et 7. C'est pour ça, donc, il faut faire attention. Une fois que la valeur est trouvée, il faut dire au système de sortir de ce bloc-là. Il faut aller continuer le travail. C'est le rôle des mots-clés break. On va faire break partout, sauf pour la dernière, puisque après la dernière, il n'y a aucune tâche, aucune instruction au niveau de ce bloc-là. J'enregistre, je recompile, je réexécute. Je donne la valeur 2, et là, je vais demander de remarquer que je me retrouve directement. Il a trouvé 2, c'est mardi. Avec le break, il force le système de sortir de cette structure. Et comme ça, donc, on se retrouve avec, je réexécute encore avec une autre valeur. Je donne par exemple 5. Bah, automatiquement, il va me dire qu'en quoi c'est le vendredi avec une seule valeur. Ce qu'on a fait avec le switch case, vous pouvez le faire avec if else. Imbriqué. Mais ça ne va pas être lisible, ça ne va pas être pratique. Une autre remarque très importante, je compare ici la variable que je dois mettre au sein de switch case doit être soit de type entier, soit de type, si vous voulez, int. Si ce n'est pas le cas, donc vous ne pouvez pas, si vous voulez mettre cette valeur. Donc je reviens maintenant vers une condition, bien une structure conditionnelle avec plusieurs conditions. En parallèle avec le x, je déclare un y, ou bien je déclare deux variables a et b, int a, virgule b. Alors je mets ici conditions, plusieurs, donc structure avec plusieurs conditions. Donc if else avec deux conditions. Pour vous montrer les opérateurs de tout à l'heure, bah, je demande à l'utilisateur de saisir la valeur de saisir A. Scanf le pourcentage D et puis E commercial A. Ce que je fais pour le A, je vais le faire pour le B. Ben, je copie ces deux instructions, je vais changer le A par B. Après, donc, je vais lui dire si A est supérieur à 0, pour faire le et, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est le deux fois le symbole E commercial. Et B est supérieur à 0. Dans ce cas, on va afficher donc printf résultat égal à pourcentage D. On va afficher A moins B par exemple.
else, on va afficher A plus B. Et là, donc, ce qu'il faut retenir, si A est supérieur à 0 et B est supérieur à 0, c'est les deux positifs, ben on va afficher pour l'utilisateur A moins B. Else, quelle est la négation de cette condition? La négation de cette condition, si A est inférieur ou égal à 0, ou B est inférieur ou égal à 0, vous allez faire la somme. C'est-à-dire ça, le et, c'est-à-dire il faut que les deux conditions soient vérifiées. La négation, c'est le ou. Si l'un des deux est inférieur à 0, vous allez appliquer la somme. On va faire les différents cas de figure. J'enregistre. Je recommence. Alors là, ici, j'ai oublié le point virgule qui fait partie intégrante de l'instruction, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, je réexécute. Ça, c'est le premier scénario, je donne 0. Pour le jour, je donne 1. Pour le A, donc, je donne les valeurs positives. Pour le B, je donne les valeurs positives. Si les deux sont positifs, bah, j'ai demandé au système d'appliquer 1 moins B. Donc, 5 moins 6, ça donne moins 1. Maintenant, pour la deuxième simulation, le OR, ou bien le OU, je donne à A moins 8, je donne à B moins 2, et là, je me retrouve avec moins 10. Donc, il a effectué la somme. Si je mets une valeur pour A, je mets par exemple moins 3. Pour B, je mets 5. Bah, il a effectué toujours la somme. Là, je vous demande de remarquer qu'il a exécuté le else. Seulement pour vous dire la négation de A supérieur strictement à 0 et B supérieur strictement à 0, c'est A est inférieur ou égal à 0 ou bien B est inférieur ou égal à 0. Donc ça, c'est pour si vous avez plusieurs conditions, vous allez utiliser donc les opérateurs logiques que je vous ai montré tout à l'heure. C'est soit le et avec deux e commercial, le ou, donc je peux vous le montrer ici. Ça, c'est le ou. Quand est-ce qu'il va faire la soustraction? C'est l'une des deux valeurs de A et B supérieure strictement à 0. Ben, je vais enregistrer, je recompile, je réexécute. Je vous demande de remarquer que je donne à la valeur de A 8, je donne à la valeur de B moins 2, et là, je vous demande de remarquer qu'il a effectué donc la première, puisque le OR, l'une des conditions est vérifiée. Et la négation maintenant de celui-là, c'est que A est inférieur strictement ou égal à 0 et B est inférieur ou égal à 0. OK? La dernière simulation qu'on va mettre en place, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc les conditions ternaires si vous voulez. Bah, ce que je vais faire, on va déclarer, on a déjà une variable x. Bien, je vais déclarer une variable i par exemple. On va faire la chose suivante alors. Donc, je vais afficher ça. Donc ici, je mets ternaire. Et on va travailler avec l'expression suivante. Alors, si A est supérieur strictement à B, dans ce cas-là, donc je vais initialiser déjà le i par la valeur 0. Je mets la valeur 0 ici. Si A est supérieur strictement à B, alors et je vais incrémenter le i. Deux points, sinon, je vais décrémenter le i. Je demande au système par la suite, printf, i est égal pourcentage d, et là je lui demande d'afficher la valeur de i, avec point virgule bien sûr à la fin. C'est seulement pour vous montrer l'impact de cette expression, c'est l'équivalent de si a est supérieur à b, i est égal à i plus 1, sinon i est égal à i moins 1. Je recompile, je réexécute. Je passe tous les autres scénarios puisque je vous ai déjà montré ça tout à l'heure. Je donne pour A maintenant 5, pour B 2, et là je vous demande de remarquer, puisque le 5 est supérieur strictement à 2, il a exécuté cette instruction, il a incrémenté le i. Tout à l'heure c'était 0, maintenant c'est 1. On va se mettre dans la deuxième situation. Ben, je vais mettre
5, et puis pour le B9, là, je me demande de remarquer qu'elle a exécuté la deuxième partie de l'expression. Il a exécuté I reçoit I-1, 0-1, c'est moins 1. Et voilà donc les différents scénarios que vous pouvez rencontrer pour développer votre structure conditionnelle. La séquence prochaine, on va la consacrer à ce qu'on appelle les structures répétitives, les boucles. Donc on va parler, au cas où vous avez un traitement qui se répète, quelles sont les différentes structures fournies par votre langage afin de représenter donc ce traitement qui se répète. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster en bas de notre vidéo. Je vous remercie et à la prochaine.